Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Loïs Coltel. Loïs, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Loïs, pour commencer, j'aimerais savoir qui es-tu, quel genre de femme tu es et qu'est-ce qui constitue ton univers en ce moment? Alors, quelle femme je suis? Je pense que je suis une femme multiple qui change évidemment avec les années. Plutôt créative, s'il fallait que je me définisse. Donc, j'ai toujours 1001 projets en tête. Je me sens plutôt épanouie. Je pense que c'est d'avoir passé la quarantaine, peut-être. Peut-être. Je me posais beaucoup de questions, beaucoup plus de questions avant. Et c'est vrai qu'une fois passé ce cap de la quarantaine, je sais pas, il y a quelque chose qui se pose, en tout cas. Et contente de choses plus simples. Donc, ça, c'est comment je me sens en tant que femme. C'est déjà ta question, hein? Oui, exactement. Puis, dis-moi donc, qui étais-tu il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, je faisais 10 ans de plus que là, en fait. Qui peut paraître étonnant. Mais j'étais dans une situation de vie difficile suite au décès de mon compagnon de vie, voilà, qui est décédé 3 mois avant mes 30 ans. Donc, c'était un peu, voilà, il y a 10 ans, c'était une autre Loïs, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'avais plus trop de repères. Ça a été un gros changement en fait, puisqu'on est passé d'une vie familiale, puisqu'il avait un garçon que j'élevais. Chez nous, on dit de faire en garde alternée, une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. Donc, je suis passée d'une vie familiale avec tout ce que ça comporte d'agréable à toute seule dans un appartement. On m'a demandé de quitter le logement. Enfin, non, ça a été... voilà, plus au niveau professionnel, j'étais à mon compte. Et à mon compte, comment je dirais, mes clientes de l'époque, par bienveillance à mon égard, sont pas venues pendant plusieurs mois, pensant que j'étais en deuil. Du coup, j'ai pas pu maintenir, tu vois, une stabilité financière, tout simplement. Et donc, j'ai aussi dû mettre la clé sous la porte de mon lieu de travail. Donc, c'est un repart à zéro sur tous les plans. Complet. Voilà, quand il n'y a plus rien, quand tu n'as plus de repères, c'était vraiment ça le plus difficile de se dire je peux me raccrocher à rien puisque voilà, le compagnon n'est plus, la vie de famille n'est plus, le lieu de vie n'est plus et même le lieu de travail n'est plus. Et pour couronner le tout, 2 mois après son décès, je savais que j'avais une problématique médicale, mais que je repoussais puisque c'était plus la priorité, et qui s'est manifestée de manière violente. J'ai été opérée en urgence dans la foulée, alors que mon corps il était au plus bas, voilà quoi. Donc voilà, en 4 mois, ça fait beaucoup de changements. J'imagine. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter par la suite? Est-ce qu'il y a un événement ou des gens autour de toi ou tu as puisé ta force de remonter? Je crois dans ma foi. Voilà. Une foi laïque, j'entends par là, mais une foi dans le sens que si quelque chose d'aussi difficile m'arrive, c'est pas pour rien. Et donc, ça va remonter, quoi. Voilà, j'étais persuadée de ça. J'avoue que j'ai quand même passé 1 an et demi plus ou moins toute seule dans cet appartement. Je ne sais plus trop ce que je faisais de mes journées, à part du yoga, méditer. Tu vois, j'étais comme perdue, quoi. Voilà, c'était un peu compliqué. Et j'ai même pensé à rentrer dans les ordres, dis donc. Et je me suis dit quand même, je suis un peu extrême, mais tu sais, voilà, quand c'était le cœur qui parlait, je ne disais jamais je retrouverai un compagnon, c'était l'amour de ma vie, et c'était
réellement ce que je sentais et pensais, tu vois, à ce moment-là. Et je crois que j'ai laissé le temps faire. J'ai accepté qu'il y avait des choses plus grandes que moi qui se passaient, qui me dépassaient et qu'il fallait que je me coucoune. Voilà, que je prenne soin de moi et que ça allait le faire, ça allait remonter. J'allais dire tout seul. J'ai vécu une situation très difficile, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais la façon qu'on a de faire du yoga, de méditer, de prendre soin de nous physiquement, c'est comme une façon de se reconstruire peu à peu toute seule. Ouais. Et j'avoue, tu me demandes, c'est pas que j'ai pas voulu répondre à ta question auparavant sur qui avait pu me soutenir, mais très honnêtement, je dirais pas personne, mais presque, parce que c'est pas une situation qui est agréable, elle fait peur aux gens. Les amis savent jamais trop si on va bien ou pas bien, donc on t'invite plus au dîner parce qu'on sait pas dans quel état tu es. Souvent, c'est plus par peur de mal faire que les gens ne osent pas. Tout à fait. Ils ne savent pas si on est prête à retourner dans la vie, à être dynamique. Et donc, je pense que malgré que j'étais entourée, tout le monde restait sur la réserve et que tu as raison. C'est vraiment comment je dirais, d'avoir pris soin de moi, de m'être ouvert à la créativité. Donc, je peignais, voilà, beaucoup. J'ai découvert ça pendant sa maladie, puisque c'était un cancer. Donc, il y a quand même eu 1 an et demi de traitement à domicile. Donc, j'avais pris l'habitude de peindre. J'ai vraiment trouvé des belles ressources là-dedans. Et donc, j'ai poursuivi là, tout ce temps toute seule. J'avais une pièce où je faisais que ça, méditer, yoga, peindre, et puis énormément la nature. Voilà. C'est la seule chose qui me motivait à sortir, c'était est-ce qu'il y a un champignon qui a poussé, tu vois, est-ce qu'il y a une nouvelle fleur. Je faisais toujours un peu le même circuit. Donc, il y avait quelque chose de sécurisant, de rassurant. Tout à fait. Et en même temps, j'essayais à chaque fois de voir, d'observer qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce chemin que je connaissais pourtant par cœur. À travers ton parcours, dis-moi, face à quelle peur tu as dû faire face? Alors, je dirais que c'est plus des peurs. J'ai plus envie de te parler des peurs d'après, si ça te va, de la reconstruction. Oui, tout à fait. Qui ne sont pas les peurs forcément quand on a quelqu'un de malade et en fin de vie, c'est normal qu'il y en ait. Les peurs d'après, ça a été de plus être en capacité d'aimer. La peur de me réengager, de tout perdre à nouveau. Me dire c'est arrivé une fois, why not, ça peut arriver encore une autre fois. Et puis, ça a plutôt généré des fausses croyances. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est des peurs, mais tu vois, la croyance que la vie idéale, ça n'existe pas, que ça m'a mis plus dans une forme d'insécurité, de tout peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, à la fois, tu vas reconstruire des choses et puis en même temps, attends-toi qu'elles s'arrêtent peut-être brutalement parce que la vie, c'est aussi ça, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'a le plus... Oui, c'est plutôt des croyances, des peurs projectives que les choses se répètent quand tu as vécu, tu vois, quelque chose comme ça, de marquant. Oui, tout à fait. Et à quoi est-ce que tu attribues ton succès? Pas succès dans le sens, je veux dire le succès intérieur, parce que peu à peu, tu t'es reconstruite et jusqu'à en venir où tu es aujourd'hui. C'est grâce à quoi? Ah oui, à quoi j'attribue le fait d'avoir remonté un peu. Comme tu as dit tout à l'heure, la foi, ça reste numéro 1, parce que je pense quand on ne croit pas en soi, qu'on n'a pas, on ne se raccroche pas à quelque chose, c'est compliqué. Et après, ça a été de développer de la confiance, forcément, faire énormément de lecture et de formation. Voilà. Ça m'a... J'ai repris le goût à la vie avec ça. Je suis allée faire des formations en chant harmonique,
des choses qui étaient créatives, qui étaient ludiques, joyeux pour moi, et en même temps qui touchaient à mes domaines de prédilection, l'énergétique, etc. Et peut-être que ça m'a amené à une espèce de philosophie intérieure, si tu veux. Donc les lectures, maintenant, tu vois, presque, j'allais dire, j'ai des livres qui me viennent comme ça en tête, mais ouais, c'est plus une philosophie qui se dit, bah, puisque tout peut arriver, tentons tout, et en même temps, ne nous attachons à rien parce que tout peut s'en aller. Et ça donne une espèce de, tu vois, du coup, de distance avec ce succès, se dire à quoi ça tient le succès. Est-ce que c'est d'avoir une maison? Ça m'a aussi beaucoup fait, tu vois, réfléchir. Est-ce que c'est d'avoir plein d'amis Facebook? Est-ce que c'est de pouvoir partir en voyage? Est-ce que c'est voilà, beaucoup de réflexions, beaucoup de lectures, de vidéos, de formations que j'appelle les coïncidences heureuses. Et tu te poses une question et puis, comme par hasard, tu rencontres quelqu'un dans les jours qui suivent qui a la réponse. Et je me suis laissée comme ça un petit peu, tu vois, dérouler le fil du retour à la vie par le concours des circonstances et des gens que j'ai pu rencontrer, en fait. C'est quand même très intense ce que tu nous racontes, mais qu'est-ce que tu retiens? Quelle serait la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers tout ça? L'impermanence des choses et le pouvoir de l'amour, peut-être. Le pouvoir de l'amour dans le avant, dans la partie trauma où l'amour a fait que, voilà, il a pu partir, mon compagnon, je pense de la manière pas idéale, mais idéale pour son idéal à lui, donc chez nous, entouré de ses proches, dans notre chambre. Voilà, il n'y a pas eu d'hospitalisation, tu vois, donc c'était vraiment une belle fin, je pense. Donc là, il a fallu beaucoup d'amour, et puis beaucoup d'amour après aussi pour oser se reconstruire, oser s'en redonner, oser ouvrir son cœur. Et voilà, je pense que ça, c'est l'ingrédient clé de la recette. Avec l'amour, en fait, on peut tout traverser parce que, voilà, on sait bien qu'il n'a pas été malade, tu vois, de son fait, ou qu'il n'a pas cherché, ou que les médecins, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et donc, ça amène une forme de résilience, d'impermanence des choses. Ouais, et je dirais que c'est ça, la plus belle chose que ça m'a enseigné, c'est finalement le détachement. Dirais-tu que c'est le détachement, mais à travers ça, c'est de profiter d'une intensité profonde de la vie, de ne pas s'y attacher, mais vraiment de la savourer à 100% quand ça passe, justement. Quand elle est là, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout ça, cette reconstruction, je te disais, dans la nature et qui fait toujours partie de mon quotidien, et encore plus aujourd'hui, hein, de pouvoir s'émerveiller des petites choses, un petit progrès, une fleur qui s'ouvre, un oiseau qui vient se poser, quelque chose de l'ordre de l'émerveillement. Alors, je sais que ça faisait partie de moi. J'ai toujours eu cette tendance naturelle, tu vois, à aimer la beauté, etc. Et là, vraiment, dans des événements tragiques comme ça, tu rentres dans un autre espace-temps où les heures, les jours défilent autrement, où tu es vraiment ailleurs, quoi. Donc, le truc, c'est ben, quand je reviens, finalement, comment je fais pour garder cette intensité, parce que c'est intense, vraiment, tu dis juste, c'est très intense de vivre ces moments-là, parce qu'on ne sait pas si demain arrivera. Et peut-être que aussi, ce que j'ai appris, tu vois, c'est stopper le cerveau. C'est-à-dire, pendant la période qu'il était malade, bizarrement, je ne pensais pas au passé, au bon moment qu'on avait vécu, tu vois, j'étais pas dans la nostalgie. Et j'étais pas non plus dans demain, parce que tu sais pas demain, tu sais pas si l'autre il va aller bien, s'il va falloir aller à l'hôpital, s'il va falloir. Donc je ne me projetais pas, ni même dans du après. C'était au jour le jour, parce que de toute façon, avec cette maladie, on ne sait pas aussi bien un nouveau traitement peut faire qu'il aille mieux, qu'il gagne des années, peut-être que non. Mais donc, ça sert à rien, tu vois, de se prendre la tête pour tout ça, parce que la seule chose qui compte, c'est là, ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de sortir, danser, mettre de la musique.
voilà, vivre intensément ce qui est là. Et dis-moi, maintenant que tu as du recul, si c'était à refaire ton parcours à toi, est-ce que tu le referais de la même façon ou il y a des choses que tu changerais? Sur l'accompagnement, je ne changerais pas parce que j'étais alignée sur le fait que j'aimais cet homme et que je voulais l'accompagner jusqu'au bout et on a vraiment fait des choix en conscience tout le long, donc ça, j'aurais pas de... Ouais, non, je ne ferais pas autrement. Non, j'ai pas envie de réécrire, tu vois, j'aurais pas envie de réécrire l'histoire ou de modifier, quoi. Peut-être, peut-être que ce serait quand même ce côté prendre soin de soi. Parce que quand il arrive un événement tragique, et ben, tu as tendance à focaliser quand même sur qui est normal, hein, la personne. Mais franchement, je m'étais beaucoup oubliée. Et donc, j'ai peut-être fait endurer à mon corps un manque de repos, un manque de nourriture, qui fait que je suis sortie comme affaiblie. Évidemment, il y a l'affaiblissement physique, psychique, tu vois, émotionnel. C'est ça. Et là, j'étais dans l'affaiblissement physique, quoi. Si tu manges qu'un repas sur 4 et que tu prends pas soin de toi, comment tu fais pour prendre soin de l'autre? Tout à fait. Voilà, donc j'aurais peut-être osé m'accorder un peu plus de temps pour moi, pour être encore plus disponible et encore mieux voilà, près de ceux qu'on aime, qu'ils soient où qu'ils en soient dans leur chemin de vie. Tout à fait. Si je te mettais face à face avec la Loïs d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui livrer comme message, toi, aujourd'hui? Il y a 10 ans, ouais, amuse-toi, quoi. Tu veux dire si c'était 10 ans auparavant? Si je te mettais face à face, toi, aujourd'hui, avec la Loïs d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message? Ben ouais, prends soin de toi et peut-être je lui dirais aussi les expériences peuvent se vivre de manière moins douloureuse. Voilà, parce que ce que j'ai appris par la suite, c'est que j'avais aussi quand même une quête d'évolution et que tu sais, il y a la voie de la souffrance et la voie de la conscience. Et que parfois, ben, on n'est pas obligé que ce soit par la souffrance. Voilà. Et je dis pas ça par rapport à lui parce que, pas plus, il n'a pas choisi ce qui est arrivé, moi non plus. Et il y avait une forme de souffrance, mais en même temps une forme de beauté dans ce qu'on a vécu. Mais j'ai essayé de refaire ma vie derrière. Et là, par contre, je voulais encore, on va dire, grandir spirituellement, tu vois. Et du coup, j'ai eu un compagnon où j'ai accepté des choses qui étaient souffrantes. Donc, si je me retournais, je dirais prends le temps de te reconstruire, n'aie pas peur d'être seule. Tu vois, parce que j'ai pris ces 2 ans après son décès pour être toute seule déjà. Puis après, quand je me suis réouverte au monde, on va dire, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un quasi immédiatement. Et il y a quelque chose qui dirait slowly. Continue à prendre du temps pour toi. Ne remets pas toute ton attention ou toute ton énergie sur l'autre. L'autre, il peut être là, mais il est à côté. Et puis, tu sais qu'il peut ne plus être là. Et voilà. Et c'est comme si ça, j'ai mis encore 7 ans pour l'intégrer. Donc, j'aurais peut-être aimé l'intégrer, ça, dès la première... dès la première expérience. Je comprends. Puis, la Loïs d'il y a 10 ans, en te regardant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait? Ou comment il se sentirait? On s'en est bien sorti. Ouais. Ouais. On s'en est bien sorti. C'est une belle progression. Peut-être pas aller jusqu'à de la fierté, mais je pense que c'est à un niveau... j'ai réussi à donner du sens, si tu veux, à cet événement-là, à la fois dans ma vie au quotidien et aussi au niveau professionnel, parce que ça a changé la donne pour moi aussi, une forme de réorientation derrière. Donc, voilà, je dirais good job. Voilà. Yes.
dis-moi, tu as parlé que tu avais fait beaucoup de lectures par le passé, tu as suivi des formations. Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont marqué particulièrement ou des mentors qui t'ont particulièrement inspiré, des conférenciers, des formateurs? Alors, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de lectures. Dans les lectures qui m'ont aidée, qui étaient vraiment pour le côté spirituel, hein, parce que quand il n'y a plus rien, comme tu disais, tu repars à zéro, il faut trouver du sens à ton existence, sinon tu perds pied, quoi. Ouais. Parce que tout d'un coup, c'est comme si tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai perdu, c'était un décor. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu les choses. Donc voilà, la famille n'est plus là, l'homme n'est plus là, on a changé de maison, on n'a plus le même job. Et donc, si j'enlève tous ces trucs qui nous construisent, tu vois, dans la vie, on a tendance à s'identifier avec notre métier ou avec nos situations familiales. Si tout d'un coup, j'ai plus tout ça, ben qui je suis? Et c'est quoi le sens d'être là, quoi, en fait? Donc là, c'est beaucoup des écrits, donc la Bhagavad Gita, qui est un texte sacré voilà, en Inde. Les écrits d'Yogananda, un maître yogi, les écrits de la mère, elle était à Pondichéry, voilà. Et puis, un livre qui était Libérer votre créativité, je me souviens, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle a un programme de 12 semaines avec des choses à faire chaque semaine. Et ça a été comme un petit fil conducteur pendant des mois, tu vois, de reprendre ce goût à la vie, cette créativité. Des jeux de cartes intuitifs, qui est, voilà, c'est quand tu as besoin d'une info extra, pour un côté, tu vois, un peu fun. Ça, c'était vraiment pendant la période tout de suite après son départ, on va dire. Après, pour me reconstruire, j'ai suivi une formation en magnétisme humanique. Donc ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé à donner du sens à mes perceptions extrasensorielles, au sens de la vie, etc. Et puis, Martin Latulippe, beaucoup plus récemment, puisque moi je suis de la cohorte 2020, mais pour le côté punchy, on y va, ça m'a aidé à remettre un peu de l'énergie dans mon business, quoi, tu vois, Et puis des références comme Catherine Guéguen, Céline Alvarez, donc qui sont en France, hein, qui ont écrit des livres sur la parentalité. Et donc, depuis son décès, si tu veux, au niveau même professionnel, j'interviens sur les deux, je sais pas comment dire, ça me ramène à la délicatesse des moments que sont le départ et l'arrivée. Donc, tu vois, de gérer tout ce qui est la petite enfance, la périnatalité, dans quelles conditions on arrive au monde. Et puis, de l'autre côté aussi, d'accompagner les aides-soignants, les gens qui accompagnent ceux qui s'en vont pour un autre monde. Enfin, ça, c'est ma croyance personnelle. Et voilà, pour moi, c'est comme des changements de matrice. Alors, comment on accueille ceux qui arrivent ici, puis comment on les aide aussi, on les accueille dans leur départ qui est de toute façon inéluctable pour chacun d'entre nous. Voilà. Wow, c'est vraiment touchant, c'est magnifique ça, c'est une belle mission. Ouais. Wow, génial. J'aimerais savoir s'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent une situation similaire à celle que tu as vécue il y a 10 ans. Quel conseil est-ce que tu souhaiterais leur transmettre aujourd'hui? De profiter de l'instant présent. Si elles sont sur l'accompagnement de quelqu'un en pathologie ou en fin de vie, évidemment. Profiter de l'instant présent, ça c'est le pendant. D'oser demander de l'aide. On est beaucoup plus aidés et les gens vraiment, je pense, ont grand cœur, mais sont bouleversés par les situations où ils n'osent pas. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus à nous d'oser dire là, j'ai besoin d'aide. Et pour le après, je me souviens, tu vois, d'une anecdote. Enfin, j'avais été dans une association un an après son décès, et là, les dames me demandaient pourquoi je venais à l'association, donc j'expliquais brièvement mon parcours. J'étais avec des femmes de 65 ans, tu vois, et elles se mettaient à pleurer. Il y a vraiment quelque chose de, tu vois, très larmoyant, et les mains me disaient, mais on comprend, et elles pleuraient.
parce que moi, j'ai perdu mon mari il y a 25 ans. Et en fait, ces femmes, je les remercie. Elles ne savent pas, mais ça m'a fait un électrochoc, c'est-à-dire que même si moi, j'étais en train de vivre mon deuil et j'en avais besoin, si tu veux, je me suis comme jurée parce que certaines, elles étaient veuves à 40 ans avec des enfants et ces femmes-là, en fait, elles n'ont jamais fait leur deuil. C'est ça. Jamais. Et elles pleuraient à chaudes larmes comme si leur mari était décédé la veille alors que c'était 25 ans en arrière. Alors, je ne suis pas dans le jugement, attention vraiment. La douleur qu'on peut ressentir, elle est réelle, mais je me dis, justement, ceux qui partent, ils ne nous demandent pas de partir avec eux. On est là pour vivre pleinement notre vie, on est là pour vivre un ensemble d'expériences. Donc, les remercier de nous avoir quelque part même donné l'opportunité de les rencontrer et d'apprendre des choses à leur contact. Mais la vie, elle continue quoi, pour nous. Donc, vraiment quelque chose qui serait de l'ordre de sortir la nostalgie du c'était mieux avant ou toutes les formes de culpabilité qu'il peut y avoir et de ne pas hésiter à se faire accompagner. Dans ce processus parce que c'est normal d'y passer. Moi-même, je suis passée par toutes les étapes du deuil et elles sont normales et d'être en colère et d'être très triste. Puis après, on remonte. Mais s'autoriser à remonter parce que la vie, elle est trop courte et même si on est veuve à 50 ou à 60 ans, je veux dire, la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 90 ans. Donc, on a le droit de se lever le matin et de pouvoir s'émerveiller d'une fleur qui pousse sans avoir tout le temps le fardeau et la tristesse de ceux qui sont partis, quoi. Enfin, voilà, c'est un message de... c'est tellement pertinent. Tu sais, je me dis, ma perception, c'est comme une façon de retenir la personne, d'alimenter notre souffrance comme ça. Tu la retiens parce que tu ne veux pas te détacher d'elle, mais ce n'est pas une insulte à la personne de la laisser partir puis de revivre. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu as droit à ta vie. Tu vois, elle est partie et je dis pas, j'ai fait quelques rituels, tu vois, je suis pas en train de dire il faut pas, on a tous un temps de deuil. Et je me souviens même quand j'ai été dans cette autre relation après, je me retrouvais à oublier la date, tu vois. Moi déjà, j'essayais de me dire, je vais pas me fixer sur les dates. Et à être chez moi et tout d'un coup m'effondrer en larmes et pas comprendre, être avec mon compagnon de l'époque. Puis d'un coup, regarder et dire, merde, ah ouais, c'est le 5 septembre, c'est le jour de son décès. Ah, il y a encore des parts de moi, parce que quand tu vis le choc, il est multisensoriel, alors tu peux le réfléchir, le mentaliser, tu peux essayer d'enlever l'émotion. N'empêche, mon corps, mes cellules, elles avaient comprimé la date, tu vois. Et quand c'était comme ça, je me disais, ok, c'est chaud doudou, ta couverture, ok, c'est un moment pour penser pour lui. Tu as besoin de ressortir la photo, ressort la photo. Chacune après son rituel, tu vois, mais j'en ai pas fait un mausolée, j'ai jamais laissé sa photo au mur quelque part pour me le rappeler tous les jours qu'il n'était pas là. Je le sais, mon cœur il le sait, mon quotidien il le sait. Donc, je sais plus qui est-ce qu'il disait, mais tu sais, voilà, laissons les morts aux morts, quoi, et les vivants aux vivants. Ils ont partagé leur temps avec nous et on peut avoir des tendres pensées et de l'amour. J'ai jamais arrêté d'aimer cet homme-là et je l'aimerai toujours. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidée, c'est de me dire, c'est pas faire son deuil, ça veut pas dire arrêter d'aimer l'autre. C'est juste être conscient qu'il est physiquement plus avec nous et qu'on doit donc établir une autre forme d'amour. Voilà, moi je me suis dit, il est retourné à l'essence, à la source, on va dire, et cette source, je peux moi l'observer encore tous les jours dans ce qui m'entoure, donc j'essaie de me réjouir de ça, quoi. Tout à fait. C'est tellement juste. Dis-moi, Loïs, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Est-ce que tu as un projet que tu aimerais concrétiser ou qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Ah, pour l'avenir. Même si tu es très dans l'instant présent, tu dois quand même avoir... Oui, parce qu'il y a quelque chose qui malheureusement s'inscrit aussi dans les deuils parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ce serait d'être mère biologique. Ouais. Oui. Voilà. Il y a eu, voilà, j'ai été enceinte une fois, mais ça a été une fausse couche. Et puis, du coup, j'ai contacté une grande joie qui a à nouveau une grande peine. Et je me dis, là, j'ai le droit. Voilà. Donc, j'aimerais bien être maman biologique, ça serait chouette. Même si j'aime tous les enfants et que je les accompagne et que je peux être dans une fonction mère ou pour ma petite nièce, ou tu vois. Mais cet amour que j'ai envie de transmettre, j'aimerais aussi que ça puisse être dans une maternité consciente.
Oh, je te le souhaite de tout cœur. Et je te dis, je te souhaite une bonne continuité aussi, puis je te remercie 1000 fois pour ton partage si précieux, vraiment touchant. C'est moi qui te remercie, merci vraiment. Merci d'être qui tu es. Tu as tellement de belle énergie, là. C'est un magnifique partage puis une très belle rencontre. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.